Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue à Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. 40 000, c'est le nombre de kilomètres de frontières murées ou clôturées dans le monde. En Europe, pas moins de 585 kilomètres de murs anti-migrants ont été construits depuis la chute du mur de Berlin. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on vous parle frontières et liberté de circulation dans le cadre d'une vaste campagne du Centre d'action laïque, Pas de mur à nos frontières. Et pour en parler aujourd'hui avec nous sur ce plateau, je suis ravie d'accueillir trois hommes. Le premier, bonjour Sébastien Brulé. Bonjour. Vous êtes chargé de campagne au CNCD 11-11-11 pour le Hainaut. À côté de vous, Alexis de Soif, président de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour. Bonjour Alexis. Et ensuite Benoît van der Merchen. Bonjour Benoît, secrétaire général adjoint du Centre d'action laïque. Alors, nous verrons également des photos défiler derrière nous. Elles sont dues au collectif Humain et à l'exposition Beyond the Border. Alors, on parle image. Je voudrais commencer par vous montrer une petite vidéo qui a été réalisée par Mathieu Tribe, un réalisateur français, pour le compte du collectif pour une nation refuge, CNR. Ça s'appelle Réfugiés. Vous allez voir, c'est assez choquant. On le regarde. Voilà, c'était Réfugiés de Mathieu Tribe avec Marina Foïs et Mathieu Kassovitz. On les aura reconnus. Une vidéo qui a largement été diffusée sur les réseaux sociaux. Benoît van der Merchen, c'est presque une coïncidence, mais le slogan de fin du film est quasi exactement le slogan de la campagne du Centre d'action laïque, Pas de mur à nos frontières. Pourquoi avoir voulu cette campagne et qu'est-ce qu'elle va devenir, cette campagne ? Tout est beaucoup mieux dit en quelques images qu'en de longs débats. On oublie trop souvent, lorsque l'on parle de flux migratoires, que derrière des chiffres, il y a des personnes qui sont prêtes à risquer leur vie dans des conditions absolument indignes, pensons à la Méditerranée, et qui le plus souvent prennent avec elles comme simple bagage leur misère et leur désarroi. Alors, le mouvement laïque, il a toujours été attaché aux valeurs, aux idées de liberté, d'égalité, de solidarité. Et quand on voit justement ce qui est un phénomène naturel, à savoir les migrations, la façon dont on les gère ou on ne les gère pas du côté du monde occidental et principalement de l'Europe, on peut se poser de multiples questions parce que cette non-gestion des flux migratoires entraîne de nombreuses violations des droits humains. Et donc l'idée, c'est on a les informations, on sait ce qui se passe et on n'agit pas ou on n'a pas le courage d'agir. Je crois que les politiques actuelles nous mènent à une impasse et que donc il faut peut-être résolument essayer de changer de paradigme, en tout cas poser la question. Et c'est ce que nous faisons depuis déjà plusieurs mois, et que nous allons continuer à faire certainement jusqu'aux élections européennes, parce que la question migratoire sera un des enjeux cruciaux de ces élections. Mais la question, c'est de se dire, on est dans un monde aujourd'hui globalisé, où tout circule, les biens, les services, les capitaux, certaines personnes, pas toutes, ce qui entraîne une inégalité, eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de changer de paradigme et d'arriver avec la liberté de circulation ? Ça a déjà pu être fait dans le cadre de l'élargissement de l'Europe. Et je pense que là, il y a à réfléchir
pour éviter justement tous ces écueils qui sont malheureux, et malheureusement si bien illustrés par le film. On oublie trop souvent aujourd'hui, et certainement avec le discours politique, ce qu'il y a derrière les flux migratoires. On déshumanise les gens, et ça je pense que nous avons là tout un travail pédagogique à faire. Changer de paradigme, c'est aussi, enfin, ça veut dire changer de conception du monde. Alors concrètement, c'est surtout informer, donner des chiffres, montrer ce que pourrait apporter justement une liberté de circulation. Moi, je pense que les choses ne changeront qu'à partir du moment où on ira à la rencontre des citoyens. On est aujourd'hui dans un monde où on agite trop souvent des fantasmes, des peurs, peur de l'altérité, peur de l'autre donc, peur d'une perte de niveau de vie, peur d'une invasion. C'est dingue comme la peur, d'ailleurs, ça circule sans frontières. Ça. Et je pense qu'il faut remettre les choses en contexte, utiliser nos neurones plutôt que les hormones, arriver d'une certaine manière à réexpliquer ce que sont réellement les choses. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais les migrations, elles sont avant tout sud-sud, et l'Europe n'est pas envahie. Et donc il faut remettre dans le contexte pour pouvoir justement retrouver une dynamique de solidarité, d'accueil. Certains le font individuellement avec des initiatives absolument merveilleuses, mais c'est juste une emplâtre sur une jambe de bois pour pallier la déficience des pouvoirs publics en la matière, et ça ne peut pas fonctionner. C'est structurellement qu'il faut définitivement changer les choses. Mais voilà, vous m'aidez, Benoît van der Merchten. Je voulais justement interpeller Sébastien Brulé du CNCD 1111. Benoît vient de le dire, les migrations d'aujourd'hui se font surtout sud-sud, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser. Alors, qui migre aujourd'hui? Qui sont les migrants? Est-ce qu'il y a de bons migrants, de mauvais migrants? Comment peut-on quantifier la chose? Mais je dirais que, en tout cas, nous, en tant que CNCD 1111, on se refuse justement à rentrer dans cette catégorisation des migrants bons ou mauvais. Il y a des personnes qui fuient des conflits ou des persécutions, et puis des personnes qui migrent à la recherche de meilleures conditions de vie. Et dans les deux cas, c'est une migration qui est de toute façon non voulue. Disons que les bons migrants, ce sont les migrants politiques, et que les mauvais migrants, ce sont les migrants économiques, en quelque sorte. Oui, voilà. C'est faux. C'est faux, et puisque les migrants économiques sont... je veux dire, la migration est aussi, d'une certaine manière, une certaine forme d'adaptation ou de recherche de meilleures conditions de vie. Tout est lié. Maintenant, la plupart des personnes déplacées de force migrent d'abord à l'intérieur de leur pays, c'est ce qu'on appelle les déplacés internes, et ensuite dans les pays limitrophes. On constate que dans les 10 premiers pays, enfin dans les 10 pays qui accueillent le plus de migrants ou de réfugiés à travers le monde, aucun n'est européen. On retrouve la Turquie, le Liban, beaucoup de pays du Moyen-Orient. Et l'Europe, à elle seule, accueille environ 6% des réfugiés, donc on est loin effectivement de l'invasion. 6% en Europe et combien en Belgique? Je n'ai pas le chiffre, le pourcentage pour la Belgique, mais en 2015, donc au moment de la crise, la soi-disant crise des réfugiés, qui est en fait une crise de l'accueil, on a eu, je pense, autour de 35 000 demandes d'asile en Belgique. Alors qu'on sait qu'au Liban, il y a plus d'1 million de personnes réfugiées, enfin syriennes en tout cas, pour un tout petit pays, plus petit que la Belgique. Alexis de Soif, quel est l'impact de cette politique européenne et belge de fermeture des frontières sur les droits humains? Mais c'est que ces personnes, ces femmes, ces hommes, ces enfants, leurs droits fondamentaux sont bafoués par des politiques. C'est une violence d'État, finalement, dans des lois qui sont votées. Alors, il y a un petit nombre qui arrive à franchir cette frontière européenne qui s'est transformée en mur ou en fil de fer barbelé. C'est la forteresse Europe. Et les personnes qui arrivent doivent faire face, finalement, à une deuxième protection, qui est une protection faites de lois qui sont extrêmement agressives envers les personnes qui migrent. Et ça commence déjà par l'accueil des personnes. Si elles arrivent par l'aéroport, c'est bien souvent un transfert immédiat dans un centre fermé, qui est une prison pour des personnes qui n'ont pas le bon cachet sur le bon papier. Ou alors, les personnes échouent en face de l'Office des étrangers au parc Maximilien, où on n'enregistre pas à l'Office des étrangers leur demande de protection parce qu'il y a des quotas d'enregistrement que M. Franken avait émis au moment de la crise de l'accueil notamment, et où finalement les droits fondamentaux de ces personnes ne sont pas respectés, elles n'ont pas la bonne information. Beaucoup rêvent, et alors ça devient une excuse du gouvernement de dire que ce sont des transmigrants pour dire qu'elles veulent aller au Royaume-Uni parce qu'elles n'ont pas la bonne information ici pour faire valoir leurs droits ici avec des règles, que ce soit au niveau européen ou au niveau belge, très dures. Je prends un exemple pour chaque. Au niveau européen, c'est ce règlement Dublin sur lequel
Theo Franken insiste beaucoup, c'est un règlement qui dit que c'est le premier pays d'entrée qui est compétent pour traiter la demande de protection, ou le pays qui a délivré le visa. Ce qui veut dire qu'au niveau belge, la Belgique peut se laver les mains et dire « retournez tous en Italie ou en Grèce parce que c'est par là que vous êtes entrés en Europe ». Alors que justement, l'Europe aurait besoin de solidarité. Par ailleurs, au niveau belge, il y a depuis 2014, mais ça a commencé sous le gouvernement précédent, à l'époque, souvenez-vous, c'était Marie de Blok qui était en charge de l'asile et migration, aujourd'hui c'était Theo Franken, c'est le poste visiblement où on construit sa popularité sur la misère des gens et sur la violation des droits humains, toute une série d'initiatives législatives ont petit à petit durci la législation où ça devient impossible de faire valoir les droits. On peut parler du regroupement familial qui a été réduit à une peau de chagrin avec des conditions quasiment impossibles à remplir pour pouvoir venir. On ne parle même pas du visa court séjour pour venir dire bonjour à sa famille. Les procédures d'asile et les procédures de recours devant le Conseil du contentieux des étrangers se sont durcies. Et ce qu'on dénonce à la Ligue des droits de l'homme, c'est le manque du recours effectif et suspensif de la décision négative. Parce que dans ces matières-là, quand une décision négative est prise, elle doit être exécutée, même s'il y a une voie de recours qui est possible. Et donc, ce sont vraiment les droits fondamentaux de ces personnes déjà fragilisées qui sont mises à mal par les politiques menées par notre gouvernement et qui sont assumés au niveau européen. Et on voit que les États se font une concurrence entre eux pour devenir le moins attractif possible, pour que surtout, on entend le gouvernement dire on ne veut pas de Calais, de deuxième Calais à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on veut? On veut surtout que ça reste en France, ce problème, que ça reste à Calais, ou que ça reste en Allemagne, mais que ce ne soit pas chez nous. Et pour ça, la Belgique, malheureusement, joue le peloton de tête avec d'autres pays comme le Danemark ou encore pire, la Hongrie, etc., pour essayer de dissuader les migrants de faire une halte chez nous. Et donc, nos pays ne prennent pas leur part de responsabilité dans ces enjeux. Que dire alors des incohérences de l'externalisation des frontières européennes? Que pensez-vous de toutes ces négociations avec des pays dictatoriaux comme le Soudan ou la Turquie d'Erdogan pour gérer à notre place finalement cette arrivée de migrants? Est-ce qu'on peut aller vers une justice migratoire comme le CNCD 1111 le conseille? Alors là, c'est vraiment la honte de l'Europe. Et il y a une terrible hypocrisie, parce que vous avez vu récemment l'image de la BBC qui montrait qu'en Libye, il y avait des marchés aux esclaves où un homme était vendu aux enchères pour 400 $. Et puis on voit des responsables politiques s'en offusquer. Et au niveau européen, en disant « c'est scandaleux, c'est honteux », mais en fait, la réalité, c'est que c'est la conséquence de la politique européenne qui rend ces situations-là possibles. Quand l'Italie passe des accords avec des milices libyennes pour garder les migrants chez eux, on donne des moyens financiers à des régimes ou des milices même, dans le cas de la Libye, pour qu'ils fassent le sale boulot à la place de l'Europe. Et donc l'Europe, et souvent nous sommes les premiers à mettre en avant nos valeurs européennes, et on voit que dans les faits, c'est tout le contraire qui se passe. Et donc l'Europe a sa part de responsabilité dans cette vente d'esclaves. Et on peut parler aussi de la Turquie. L'Europe a passé un accord avec Erdogan pour qu'il garde les migrants qui viennent principalement de Syrie sur son territoire. On lui paye beaucoup d'argent, on parle d'un deal financier de 3 à 6 milliards d'euros pour qu'il garde les migrants chez lui. Erdogan a sa main sur le robinet des réfugiés et l'Europe, elle peut juste se taire parce que s'il veut, il ouvre le robinet. C'est ça. Et donc, on se compromet, c'est une vraie compromission, avec des régimes très peu recommandables, qui ne respectent pas les droits de ces personnes. Et alors on voit des membres de notre gouvernement se réjouir que ça fonctionne. Et ça, c'est d'un cynisme incroyable. Ces mêmes personnes, dans le gouvernement belge, disent que la priorité, c'est de lutter contre les trafiquants d'êtres humains. Mais la politique menée par la Belgique et par l'Europe renforce justement les trafiquants d'êtres humains parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour migrer que de faire appel à ces bandes criminelles payés cher et vilain pour essayer de franchir les barbelés, de franchir les murs. Alors que ce que nous demandons, ce qui serait une mesure de justice migratoire, ce serait des voies sûres et légales pour venir avec des visas humanitaires, pour justement éviter que ces personnes, si elles arrivent à traverser la Méditerranée, parce que le chiffre actuellement, je crois qu'il y a une chance, entre guillemets, sur 20 de perdre la vie à la traversée de la Méditerranée. Et donc, justement, de prévoir des voies légales, sûres, pour une justice migratoire, parce que l'Europe
peut prendre sa part de cet enjeu de société actuellement. On le verra tout à l'heure avec vous, Sébastien Brulé, au CNCD 1111. Il y a un petit clip qui vient d'être mis en ligne, justement, qui explique bien cette justice migratoire. Je voudrais, juste avant ça, parler... D'aucuns disent que ça ne va faire que s'amplifier, qu'il faudra bien ouvrir les frontières un jour. Nous n'aurons pas le choix, d'autant plus que les migrants climatiques vont arriver aussi ces prochaines années. On est allé poser la question à deux spécialistes de l'Université de Liège, François Gemène et Pierre Rosaire, qui nous expliquent. Les personnes, depuis la nuit des temps, se déplacent suite à des chocs climatiques. Beaucoup de vagues de migration aux États-Unis ont été expliquées par des grandes sécheresses, des famines en Europe, etc. Donc ça a toujours existé. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, le système est très très tendu et donc chaque petite perturbation peut avoir un effet multiplicateur qui va se remarquer justement sur des déplacements, notamment de population. Des déplacements qui ne concernent pas que quelques villages, etc., mais qui peuvent concerner des milliers, des centaines de milliers, voire même des millions de personnes qui, en quelques mois, vont se déplacer d'un endroit A à un endroit B. Je dirais que le problème de notre époque, c'est que nous envisageons les solutions à ces questions dans le cadre de nos frontières nationales et que de plus en plus on voit monter des aspirations à la souveraineté ou à l'indépendance, alors que nous sommes sans cesse davantage dépendants et interdépendants les uns des autres. Et donc je pense qu'il y a un enjeu fondamental dans la manière dont nous allons concevoir notre identité et notre rapport à la frontière. En d'autres termes, est-ce que nous sommes capables de nous penser comme une humanité au-delà de nos frontières nationales, au-delà de nos frontières générationnelles, ou est-ce que nous allons continuer à rester dans ce paradigme de frontières? Si nous y restons, je pense malheureusement que nous irons vers la catastrophe. Et je crois qu'effectivement, la solution, la réponse la plus appropriée, la plus pragmatique, la plus rationnelle aux défis migratoires du XXIe siècle, c'est évidemment l'ouverture des frontières, qui, contrairement à ce qu'on imagine, n'amènera pas un chaos généralisé, ne créera pas forcément plus de migration, parce qu'imaginer que quelqu'un va se décider à migrer juste parce qu'une frontière est ouverte, c'est méconnaître profondément les raisons de la migration et les déterminants du projet migratoire. Et je crois qu'effectivement, la liberté de circulation, l'ouverture des frontières, c'est le seul projet politique de long terme, c'est le seul horizon que nous puissions nous donner. Now, believe me, relocation is not easy. An old lady came to me and said, President, you can take me elsewhere, but where are you going to take the colors, the flowers, and the sounds? You can relocate a people, but very difficult to relocate a culture. Voilà, on vient de le voir, c'était l'ancien président des Maldives là, qui témoignait. Benoît van der Merchen, se penser comme une humanité, c'est ça, pas de mur à nos frontières, c'est pouvoir se penser humain tous et peut-être profiter de ces migrations, de cette libre circulation. On voit que l'Allemagne ou la Suède, économiquement, profitent bien de cette migration d'étrangers. Est-ce que c'est ça que le Centre d'action laïque prône ? Mais exactement, nous sommes tous frères en humanité et c'est vrai qu'on peut aussi trouver parfois même des conséquences économiques, impact avec les flux migratoires, on l'a vu dans le cours de l'histoire, mais c'est surtout aussi l'idée de sortir d'une politique où on renie nos valeurs. Alexis a eu l'occasion de le répéter, violation des droits humains malheureusement en cascade à tous les stades de la procédure, entretien d'un mythe de l'Eldorado, et puis surtout, le maître mot, c'est hypocrisie, parce que si ces politiques étaient efficaces, depuis longtemps, ça se saurait. Ce sont des matières que j'ai eu l'occasion de suivre depuis des décennies. Et chaque fois, le ministre, le secrétaire d'État arrive en disant « ça y est, j'ai trouvé la solution ». Et puis, on change de gouvernement et on revient avec les mêmes discours. Avec quelque chose qui est encore, je trouve, aujourd'hui plus pernicieux, c'est qu'on a l'impression que ce qui était, il y a quelques années, politiquement incorrect, devient maintenant politiquement correct. On l'a bien vu dans le monde, on peut être beauf, homophobe, sexiste et malgré tout être élu. Mais ici, on a quand même un gouvernement où on a un secrétaire d'État. On cible peut-être trop
trop ce secrétaire d'État, parce que moi je pense que c'est une politique gouvernementale de l'ensemble des partis de la coalition. C'est parfois un peu facile de dire que c'est le secrétaire d'État qui. Mais néanmoins, son discours lâche toutes les vannes. On le sait au niveau européen, c'est complexe avec ses murs, ses frontières, des idées loufoques comme au Danemark où on voulait enlever les effets personnels des uns et des autres au-delà d'une certaine somme d'argent, des réfugiés logés en Angleterre dont on peignait la porte en rouge. Mais ici en Belgique, le discours de Franken, quand il nous vient nous dire qu'il ne voit pas de valeur ajoutée à telle ou telle diaspora, quand il ajoute qu'à un moment donné qu'il va nettoyer un parc comme le parc Maximilien, il entretient un discours qui déshumanise des êtres humains, mais surtout il permet à tout le monde de se sentir un petit peu libéré pour venir avec une parole qui quelque part fait peur. Ce n'est pas étonnant qu'un bourgmestre à Knock commencera à dire « Ah tiens, quand on ferme Calais, il faudrait peut-être créer un Guantanamo chez nous, mais sans la torture ». Un gouverneur de Flandre occidentale qui lui dira « Attention avec tous ces migrants, il ne faut pas leur donner à manger, c'est comme les mouettes qui reviennent ». Là, toutes les vannes ont été lâchées. Je pense qu'aujourd'hui, la situation est à ce point grave, y compris dans le discours d'autorité officielle, qu'il importe d'aller réexpliquer que d'autres solutions sont possibles et qui respectent tout un chacun. Et donc c'est ce vaste travail dans lequel on a envie de se lancer, aller à la rencontre de la population, prendre le temps d'écouter, parce qu'il y a des craintes, il y a des peurs, c'est normal. Tout changement de paradigme entraîne forcément un changement des habitudes et peut créer à ce moment-là de la confusion. Mais je pense que si on prend le temps, au-delà de ce qui est l'habitude des journaux télévisés ou autres, des punchlines en à peine 30 secondes, et qu'on prend le temps de débattre pendant une soirée, une journée, on peut arriver à faire percevoir aussi à la population tous les bénéfices que l'on a à avoir une attitude accueillante. Sébastien Brulé, c'est exactement ce que vous allez faire dans les quelques jours qui arrivent. Là, le 13 décembre, il y a une grande mobilisation du CNCD 11-11-11 pour cette fameuse justice migratoire. C'est là-dessus que vous travaillez, que vous faites campagne ? Oui, on mène cette campagne sur la justice migratoire et dont l'objectif est, comme disait Benoît van der Merchen, notamment d'amener un discours différent sur l'immigration. Alors, on a eu notamment les actions communes hospitalières qui consistent à amener les citoyens à interpeller leur conseil communal via une interpellation publique en demandant à la commune de se déclarer, de voter une motion et de se déclarer commune hospitalière. Alors, la politique migratoire est une politique fédérale, mais au niveau communal aussi, les communes peuvent faire des choses en termes d'accueil concret de première ligne, si on veut. Et donc, ce qu'on demande avec cette campagne commune hospitalière, c'est que les communes s'engagent sur différentes choses, et notamment d'informer, de sensibiliser la population avec un autre discours sur les migrations. Et un deuxième point important, c'est l'accueil concret en termes, par exemple, d'accueil au sein de l'administration communale, de cours de français langue étrangère, d'inscription de personnes... de faciliter l'inscription de personnes sans papier, par exemple, dans des bibliothèques communales, etc., etc. Donc ça, c'est un des aspects. Et alors, l'autre aspect, c'est au sein de cette campagne justice migratoire, c'est la mobilisation du mercredi 13 décembre. Comment ça va se passer ? Dites-nous. Alors, il y aura des départs un peu partout dans les villes de Wallonie, des départs groupés en train pour se retrouver à 17h à Arlois et marcher ensemble jusqu'au quartier européen. Voilà, et là, il y aura une petite action symbolique en arrivant au rond-point Schuman. Mais l'idée, c'est de porter un autre discours et de revendiquer cette justice migratoire et la justice sociale. Et donc dire il faut à la fois une justice migratoire et à la fois lutter contre le dumping social pour que toute personne présente en Belgique ou en Europe puisse avoir les mêmes droits et accès aux mêmes services. Le rendez-vous est pris sur le site internet, j'imagine, toutes les infos, site internet du CNCD 1111. www.cncd.be. Très bien. On regarde votre film de campagne d'ailleurs, du CNCD. La migration n'est pas une crise. En 2016, plus de 5000 personnes ont perdu la vie dans la Méditerranée. Et ceux qui ne se noient pas sont confrontés à de terribles violations de droits humains sur leur parcours. En guise de faire-part, tous ces morts ont juste droit à quelques entrefilets dans les journaux. Si c'était des touristes européens en croisière, toutes les chaînes d'information seraient déjà branchées sur le sujet. Mais un voyageur n'est pas l'autre, n'est-ce pas? Et si on remettait un peu de justice dans tout ça? Parlons de la justice migratoire. La justice migratoire, c'est créer des voies légales et sûres d'immigration pour mettre fin aux dangereuses routes irrégulières. C'est assumer sa juste part et répartir de manière équitable les réfugiés entre États membres de l'Union européenne. C'est mobiliser l'aide au développement pour éradiquer les inégalités mondiales.
C'est enfin poursuivre l'objectif qu'à terme, tous les citoyens du monde puissent vivre décemment là où ils sont nés et, le cas échéant, là où ils souhaitent migrer. La justice migratoire, parce que la migration n'est pas une crise. Voilà, Alexis de Soif, sur le papier, c'est formidable, mais en réalité, est-ce que concrètement, ça va être possible de mettre cette justice migratoire sur pied? Parce qu'aucun État n'est tenu d'accepter l'entrée d'étrangers sur son territoire. Comment faire alors pour arriver à convaincre tout le monde? Mais comme vous dites, sur le papier, il y a de très beaux textes, Déclaration universelle des droits de l'homme, Convention européenne des droits de l'homme, qui protègent les droits et qui sont contraignants, qui protègent chaque individu. Et les États, l'Europe, bafouent ces textes. L'Europe, depuis 30 ans, fait une politique de fermeture des frontières de plus en plus forte. Il continue de faire encore plus de ce qui ne fonctionne pas. Et donc, il est temps de se poser la question, que faire d'autre, vu que tout ce qu'on a essayé jusqu'à présent ne fonctionne pas? Et on voit de nouveau, les idées qui ressortent, ce sont des vieilles idées. Aujourd'hui, notre gouvernement veut réenfermer des enfants dans les centres fermés. Un jour, nos enfants, nos petits-enfants nous jugeront pour la politique qu'on mène actuellement. Et donc, il faut changer. Et la liberté de circulation, liberté de circulation est la réponse. Et ça fait peur aux gens, mais ça demande de la pédagogie. Et c'est possible parce que, c'est la seule politique qui respecte les droits humains et les libertés fondamentales de chaque individu. Et comment pouvons-nous être heureux, nous, dans notre coin, si on sème la misère à l'extérieur? Et on est quand même aussi partiellement responsable des causes migratoires. Et cette liberté de circulation, elle est possible parce qu'il y a eu des expériences régionales qui ont démontré que c'était possible, même si on nous a fait peur. Souvenez-vous, l'élargissement de l'Union européenne aux pays de l'Est, on a dit ça va être le déferlement des pays de l'Est vers l'Europe de l'Ouest. Ce n'a pas été le cas. En Afrique de l'Ouest, il y a des expériences régionales réussies où on ne voit pas un mouvement massif des pays les plus pauvres vers des pays moins pauvres. Et il faut y aller par étapes. Par étapes où on peut d'abord délivrer des visas, court séjour, automatiquement. Il nous reste une minute pour peut-être clore ça avec les et ensuite se dire qu'à partir du moment où les gens peuvent circuler, on n'aura pas une migration ventouse. Aujourd'hui, quelqu'un qui arrive en Europe, il y reste. Il ne veut plus bouger parce que sinon, il ne pourra plus revenir. S'il y a de l'air, si ça circule, c'est comme le vent, c'est profitable à tous et il n'y a pas de problème. À l'économie mondiale, aux droits fondamentaux de chaque citoyen, et les gens peuvent venir, aller en fonction des besoins, en fonction des crises qu'ils évitent. Quand leur pays est en feu, ils peuvent aller demander une protection ailleurs, ils peuvent y retourner, etc. On parle même d'un pacte mondial de la migration aujourd'hui qui est en préparation à l'heure actuelle, c'est ça? C'est ça l'avenir. Donc Trump vient aussi d'annoncer le retrait des États-Unis. Donc effectivement, il faut peut-être dire que les Nations Unies doivent prendre leurs responsabilités de manière plus contraignante, plus ambitieuse pour imposer finalement des solutions qui vont dans le sens d'une liberté de circulation au niveau mondial pour lutter contre les inégalités. Il y a du travail, mais le Centre d'Action Laïque, le CNCD, on et vous à la Ligue des droits de l'homme, vous y travaillez corps et âme chaque jour. Merci messieurs d'avoir été là avec nous pour en parler. Si d'aventure vous voulez continuer et poursuivre la réflexion, on vous conseille cet atlas des migrants en Europe de Migre-Europe. Voilà, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. À très bientôt.